Bonsoir, bienvenue dans cette première émission Talkback GP 2025. Et oui, ça y est, enfin, la saison redémarre. Et ce soir, évidemment, on va revenir sur les 3 jours de test qui se sont déroulés en toute fin de semaine dernière sur le circuit de Sepang. Alors, Talkback GP saison 2025, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, on rentre dans cette nouvelle saison 2025 pour cette première de Talkback GP. On va, comme je vous le disais, débriefer les 3 jours de test qui se sont déroulés à Sepang. Et pour ce faire, eh bien, comme l'an passé, on va retrouver nos consultants. Et le premier de ceux-ci, eh bien, c'est Thomas Morcellino. Bonsoir Thomas. Salut Eric. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va pas mal, merci. Et puis, il est quasiment de l'autre côté de la planète parce que, évidemment, il a repris ses bonnes habitudes. Il était à Sepang, il était ce week-end à Bangkok pour la présentation en grande pompe du MotoGP et il est déjà arrivé en Thaïlande, c'est Michel Turcot. Ouais, salut les gars. Et puis moi, je suis dans la nuit. Excusez-moi, c'est pas très bien éclairé là où je me trouve, mais je peux pas faire mieux. Oui, on va t'excuser, il y a du décalage horaire, c'est pas simple et tu nous fais déjà le bonheur d'être disponible, même s'il est un petit peu tard chez toi. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va débriefer équipe par équipe, bien évidemment, ces 3 jours de test à Sepang, Michel. Mais on va rentrer dans le vif du sujet en se disant que première séance d'essai et déjà une première polémique. On parle bien évidemment d'Aprilia, puisque Jorge Martin a réalisé 5 tours, 2 chutes et ça a été la catastrophe. Ouais, 5 tours et ceinture, t'as raison, Eric. Effectivement, ça pouvait pas plus mal commencer pour notre ami Martin et puis pour Aprilia également, puisque voilà, ces tests ils sont hyper importants. Il y a que 5 journées avant le premier Grand Prix, 3 en Malaisie et 2 en Thaïlande. On sait que cette année, pour les 2 saisons à venir, le développement moteur va être figé pour les constructeurs qui n'ont plus de concessions, à savoir Ducati, Aprilia et KTM, les 3 constructeurs européens. Donc, c'était très important que Martin puisse donner son avis sur les spécifications moteurs qui étaient à valider. Il ne pourra pas le faire, donc tout va reposer désormais sur Bezzecchi, sur Savadori et éventuellement notre ami Fernandez, Raoul, qui devrait rouler à Burera, mais qui lui aussi s'est blessé à Sepang, qui n'a pratiquement pas roulé. Et puis après, on a le 4e pilote Aprilia qui est Ogura, qui lui découvre le MotoGP. Donc en gros, on va dire que le choix du moteur qui sera utilisé pour les années 25 et 26, en gros, c'est Bezzecchi qui va le choisir. Au-delà de ça, Martin, il a encore à s'adapter à une moto qui découvre, puisqu'il a roulé en tout et pour tout sur l'Aprilia une seule journée à Barcelone en novembre. Martin, il a passé 6 ans sur un Ducati, il n'a jamais roulé sur notre moto en MotoGP. Donc, voilà, c'est vraiment un gros coup dur pour le champion du monde en titre et pour Aprilia. Alors Thomas, comme le disait Michel, c'est la subtilité de ce règlement pour les 2 prochaines saisons, c'est que les moteurs vont être gelés. Alors, est-ce que, quelque part, les bonnes performances de Bezzecchi, puisque Marco Bezzecchi a quand même réalisé des bons chronos au guidon de l'Aprilia, qu'il découvrait lui aussi, est-ce que ça peut compenser un petit peu le manque de roulage de Martin, ou on attendait du côté de chez Aprilia avant tout et surtout le retour du champion du monde selon toi ? C'est sûr que plus il y a de retours, mieux c'est. Après, quand on voit les performances de Bezzecchi, on peut imaginer que en tout cas les choix qui ont été faits, en tout cas la direction prise par Aprilia sur la RSGP pour la version 2025 semble être la bonne. Après, on est sur un circuit qui est un peu particulier, qui est Sepang. On va arriver sur un autre circuit pour le deuxième test, qui est aussi particulier, avec beaucoup de virages très lents et d'accélération à bas régime. Donc ça va être aussi une épreuve du feu pour Aprilia sur ce nouveau moteur potentiel. Donc il faut tout repose sur Bezzecchi, comme dit Michel. Donc ça va être délicat pour Aprilia et Martin va découvrir le choix qui a été fait qu'en FP1 à Buriram lors du Grand Prix, quoi. Michel, comme vient de l'expliquer Thomas, c'est sûr qu'il y avait ce retour qui était attendu, mais comment on était au niveau de ces 3 jours de test, au soir de ce 3e jour chez Aprilia? Est-ce que malgré tout, il y avait la satisfaction de voir que ça semblait aller dans la bonne direction avec les bonnes performances de Bezzecchi, ou malgré tout, il y avait quand même de la frustration qui restait de ne pas non plus avoir pu s'appuyer sur les retours du champion du monde, donc Jorge Martin?
Non, c'est l'absence de Martin et surtout sa blessure qui ont marqué ce déplacement à Sepang pour Aprilia. Martin, il découvre cette moto comme Bezzecchi. Ils ont roulé qu'avec des Ducati, ces deux pilotes. Donc l'Aprilia, c'est une moto qui est beaucoup plus agressive, qui est beaucoup plus difficile à piloter, plus compliquée sur les entrées de virage. D'ailleurs, ça explique aussi en partie les problèmes et les chutes de Martin, parce que Martin est tombé 2 fois en 5 tours. Il était déjà tombé à Barcelone. C'est une moto qui est difficile. Espargaro l'a dit et répété. Voilà, Espargaro la connaissait par cœur, c'est lui qui l'a développé. Mais Viñales, l'an dernier, il a eu beaucoup de mal. Et aujourd'hui, quand il roule sur une KTM, il dit que c'est une moto qui est hyper facile par rapport à l'Aprilia. Donc, voilà, ça c'est le contexte. Après, il y a le choix du moteur qui est un choix lié à la performance, mais aussi lié aux sensations, à la façon dont il va délivrer cette puissance, qui va aider la moto à tourner ou pas. Il y a aussi des aéros à développer et à choisir, parce que là aussi, l'aéro, c'est un aéro possible en courte saison. Donc, il ne faut pas se tromper sur le premier. Et tout ça, le comportement moteur, l'aéro, c'est des choses qui sont liées. Donc, c'est des tests pendant lesquels il faut croiser plein de réglages différents pour arriver à faire une synthèse de tout ça et à sortir les choix d'aéro, de moteur, d'électronique qui vont fonctionner ensemble et qui vont être utilisés pour le début de saison. Donc c'est sûr qu'Aprilia, ils vont démarrer l'année avec un énorme retard. Alors, je le disais, première séance d'essai est déjà une première polémique parce que suite à la chute de Jorge Martin, évidemment, chez Aprilia, on a dit, nous, il n'y a pas de problème. Et vers qui on s'est retourné? On s'est retourné vers Michelin. Et puis, on a su durant le week-end que, d'après les déclarations de Piero Taramasso, ils avaient analyser les pneumatiques qui avaient été montées sur la moto au moment de la chute de Martin. Et chez Michelin, on dit que c'est finalement la couche interne qui aurait pas été à la bonne température, sous-entendu que le pneu était finalement pas assez chaud, ou en tout cas pas assez mis en régime. Ça commence fort, on va dire, la relation, surtout que Martin, c'est pas non plus le pilote le plus conciliant vis-à-vis de Michelin, si on se réfère aux affaires passées. Ouais, après, derrière tout ça, il y a aussi pas mal de politique. En ces criveaux-là, il y a visiblement une problématique avec Michelin. On dit qu'il est assez proche des gens de chez Pirelli qui tapent à la porte aussi du MotoGP. Après, les datas, en tout cas, Piero Taramasso, qui est le manager Michelin sur le championnat MotoGP, enfin du 2 roues, et qui était à Sepang, il a été très clair. Ils ont toutes les datas, tous les capteurs, tous les relevés de tous les capteurs. Alors, une température de pneu, ça se mesure en surface, ça se mesure à l'intérieur, on mesure aussi l'air, la température de l'air à l'intérieur du pneu. Et pour Michelin était très clair, les datas qu'ils ont montrent que le pneu, il était à 15 degrés en dessous de la température qu'il aurait dû être. Il tombe 2 fois, on l'a dit, en 5 tours, avec la même monte de pneumatique, Martin. Donc, il perd l'avant au bout de 3 tours, il rentre. Il n'y a pas grand-chose à faire sur la moto, il repart et 2 tours après, il tombe. C'était le premier jour, il ne faisait pas hyper chaud. Il est parti avec ils utilisaient un pneu médium parce qu'il y a eu aussi une polémique liée à ce pneu médium. Le règlement impose Michelin d'amener 2 choix de pneus sur les tests. Les pilotes, sur les 3 jours de Sepang, ils avaient un choix entre 2 fois 7 avant, 2 fois 7 arrière, c'est-à-dire 14-28 pneus. Ils doivent en choisir 14, 7 avant et 7 arrière. Donc 14 pneus. Il faut les panacher. Donc, forcément, ils vont devoir prendre des médiums parce que le règlement, il est comme ça. Michelin ne peut pas donner que des pneus soft aux pilotes. Donc, quand on a un pneu médium, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise en sachant qu'il va être moins performant que le soft, donc on ne va pas attaquer comme une mule direct. On va plutôt s'en servir pour un peu établir, si on a des pièces, je ne vais pas dire des pièces enrodées, ça n'existe plus, mais enfin voilà, pour prendre un peu des marques, faire un peu des réglages de base, nettoyer un peu la piste aussi. On va utiliser ce médium en sachant que il faut prendre quelques précautions. Alors, est-ce que Martin a manqué de précautions? Vous savez, tout le monde s'est dit aussi, Martin, il va arriver là-bas, il va vouloir casser la baraque. Alors moi,
je sais pas qui est responsable, si c'est Martin, si c'est le team qui a pas pris en sorte, qui l'a pas assez briefé par rapport à la température de ce pneu. À quoi joue alors Rivola, c'est sûr qu'ils ont un peu pété les planches chez Aprilia parce que voilà, c'est un gros coup dur pour eux de perdre Martin, donc il fallait chercher un responsable. Enfin voilà, on verra les suites que cette crise ouverte laissera, mais c'est sûr que c'était pas le meilleur moyen d'entamer l'année, quoi. Ouais, on voit sur les images là Massimo Rivola. Thomas, j'ai presque envie de dire, finalement, c'est le coupable idéal, Michelin, parce qu'on ne se remet pas en cause et on envoie la patate chaude aux copains, non? Ouais, là, tu me poses une colle, hein. Oui, c'est plus simple à chaque fois de pointer on va dire les consommables. C'est des choses qui sont communs à tout le monde. C'est des choses qui ne sont pas qui sont pas, hormis le chauffage des pneus, ça, qui sont pas sous le contrôle de tous les mécanos et du constructeur. Donc oui, ça, on va dire, c'est un peu un coupable idéal. Mais je trouve ça un peu gros de la part d'Aprilia de pointer du doigt directement Michelin, alors que, comme dit Michel, il y a tout un tas d'autres raisons qui pourraient expliquer ce genre de situation, d'autant plus après 5 tours, enfin après quelques tours de roulage à Sepang sur une piste qui était sale, clairement. Et Eric, de l'eau. Thomas, donc il y a les chutes dès la première heure, c'est 3 pilotes à Aprilia qui tombent parce qu'il y a Martin, il y a donc Raúl Fernandez qui se blesse aussi et il y a Ogura aussi qui est tombé. Donc, est-ce que c'est lié à l'utilisation particulière de l'Aprilia avec ce pneu? Voilà. Après, encore une fois, ils ont incriminé le pneu en disant que ce pneu était alors, on sait que pendant un moment, il y avait ces fameux pneus pré-heated qui ont été préchauffés, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé sur un Grand Prix, enfin ils ont été mis à chauffer, on les a pas utilisés, ils ont été rendus à Michelin qui les remet en service. Donc, en l'occurrence, ce pneu, c'était pas du tout le cas. C'est un pneu qui était parfaitement tracé. C'est un pneu, parce que ce pneu médium, il est quand même utilisé sur un paquet de circuits. Donc, c'est un pneu qui avait été l'an dernier envoyé aux Pays-Bas à Assen, qui n'a pas été utilisé, ni même mis en chauffe, qui est rentré à Clermont et qui est parti pour les tests. Donc, les pneus, ils voyagent dans des conteneurs qui sont avec une température stabilisée, justement pour éviter. C'est un produit, c'est de la chimie, le pneu. Donc, c'est hyper fragile, hyper sensible. Michelin, je pense, en prend soin. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as dit, c'est effectivement le coupable idéal. Un pilote, dès qu'il tombe, il a un problème avec son pneu. Donc voilà, après, le pneu, il demande à être utilisé comme des freins demandent à être utilisés correctement. Les consommables, c'est ça. Et s'il est violenté trop fort au début, la chimie du pneu peut être altérée et ensuite il va perdre du grip. Enfin, voilà, il y a des pilotes qui se plaignent jamais des pneus et puis il y a des pilotes qui s'en plaignent tout le temps, quoi. Ouais, puis tu mettais en avant les pneus préchauffés. Enfin, maintenant, je crois que c'est depuis 2 ans que ça existe. Les pneus préchauffés, à partir du moment où ils sont préchauffés, ils sont réattribués en plus au team en question. Donc c'est plus comme avant où on pouvait incriminer quelqu'un qui, voilà, j'ai un pneu préchauffé qui n'était pas le mien. Non, là maintenant, si tu as préchauffé un pneu, tu le récupères le Grand Prix d'après, quoi. Donc c'est un peu, voilà, entre guillemets, cette excuse-là ne marcherait potentiellement plus, quoi, entre guillemets. Et en quantité limitée. Oui. Sur les Grands Prix, dans le Grand Prix, c'est 2 pneus maximum préchauffés. En plus, tu vois, donc. Par contre, je voulais revenir, Michel, sur un point que tu as soulevé et qui explique aussi peut-être cela. C'est que du côté de chez Aprilia aujourd'hui, on a 4 pilotes qui n'étaient pas déjà des pilotes Aprilia. Donc, il n'y a pas de continuité dans l'approche du travail sur l'Aprilia. C'est 4 pilotes qui découvrent cette moto. Et comme tu viens de le dire, dans la première heure, parmi les pilotes qui ont chuté, il y a 3 pilotes Aprilia. Et effectivement, c'est des pilotes qui découvraient cette machine. Il y a peut-être aussi un peu de ça, non? Fernandez. Raúl Fernandez roule depuis 2 ans avec l'Aprilia, mais moi, je pense que c'est plus lié aux spécificités de cette moto qui, on l'a dit, est pas facile. Et voilà, pour des pilotes comme Martin et Bezzecchi, dont on attend beaucoup, c'est visiblement assez compliqué, quoi.
Bon, et pour en finir avec le chapitre Aprilia, Martine, maintenant, rendez-vous au premier Grand Prix, ça va être compliqué. J'allais presque faire le parallèle avec Morbidelli qui s'était blessé assez sérieusement la saison dernière, alors dans d'autres conséquences, mais ça va être compliqué. Il va pas pouvoir être performant tout de suite, et c'est surtout que, comme tu le disais, on sait que c'est un garçon qui est un peu impétueux. Il va surtout falloir qu'il se raisonne pour ce premier Grand Prix de Buriram, sinon ça va être bis repetita, non? Je pense que déjà, il ne sera pas physiquement remis. Encore une fois, il est loin d'avoir compris comment fonctionne cette moto. Donc oui, je pense qu'il va falloir qu'il soit très raisonnable dans ses ambitions. Ouais. Alors, on va parler maintenant des rouges et de l'armada Ducati, même s'il y en a deux de moins que par rapport à la saison passée. Finalement, Pecco Bagnaia, devancé par Alex Marquez. Est-ce que ça a été un petit peu la surprise du résultat final de ces tests de Sepang, ou globalement, c'est quelque chose qui confirme la bonne santé générale des Ducati? Pardon, pas de surprise. On sait qu'Alex Marquez, il est rapide. Avec Barcelone et Sepang, c'est un de ses deux circuits préférés. Il fait podium en octobre dernier. Il roule cette année sur la GP24, qui est la moto champion du monde en titre, qui est terminée aux 2 premières places du championnat, donc qui est parfaitement abouti. Donc pas surprenant de le retrouver devant, de retrouver Morbidelli 3e aussi. La surprise, elle est plutôt au pilote qui se trouve entre les deux, mais on en reparlera tout à l'heure. Après, les rouges, voilà, ils avaient beaucoup de choses à essayer. Ils n'ont pas cherché à... Alors, ils ont utilisé un pneu le vendredi matin pour faire un chrono, histoire de voir ce que ça donnait. Mais Pecco disait que très humblement, s'il avait eu deux pneus, 2 tentatives pour aller faire un chrono, il aurait roulé encore plus vite. Donc voilà, ils avaient des choix à faire, beaucoup de pièces à essayer. Ils ont été très... comment dirais-je, très à l'écoute de leurs ingénieurs. Ils sont vraiment dans une posture. Ils étaient tous les deux ravis parce que leurs commentaires sont identiques sur cette nouvelle moto. Donc, enfin, on leur sent une méga confiance. Donc, après, on verra après entre les deux comment ça se passe. Mais pour l'instant, je pense que chez les Rouges, la confiance est au maximum. Thomas, c'est comme disait Michel, c'est peut-être pas forcément une surprise de retrouver Alex Marquez en haut de la hiérarchie. Et puis, ça peut aussi s'expliquer par le fait que, comme l'a dit Michel, la 2024 est une machine totalement aboutie, alors que la 2025, par définition, elle va nécessiter forcément un petit peu de travail de mise au point et de développement avant d'en tirer le plein potentiel. C'est aussi comme ça qu'on peut l'expliquer? Oui, bah, de toute façon, c'est tous les ans comme ça, hein. Il y a forcément un écart minime entre le nouveau modèle de chez Ducati et le modèle abouti de l'année précédente, bien évidemment. Après, il y a une autre raison, Michel, c'est aussi le fait que la GP24 fonctionne mieux avec le pneu qui a été introduit l'année dernière, alors que la GP23, c'était un peu différent. Donc peut-être que les pilotes s'adaptent beaucoup mieux sur cette GP24 par rapport à la GP23. On se souvient de Bezzecchi, justement, qui avait galéré la saison passée, qui a quand même par rapport à la saison de juste avant, où justement il finissait sur la 3e marche du podium. Donc, finale, j'entends. Donc, voilà, c'est forcément cet écart, on le dit chaque année, oui, il va se creuser un peu plus tard dans la saison. Michel, comme tu étais à Sepang, comment ça s'est passé justement? Tu l'as un petit peu rapidement abordé, la cohabitation Marquez-Bagnaia, non pas qu'on veuille monter des histoires en épingle, bien évidemment, mais comment les deux se sont comportés? Parce que évidemment, j'imagine qu'il y avait pas mal d'observateurs qui devaient observer pour voir un petit peu si Bagnaia, Marquez-Bagnaia, comment ça fonctionnait. Est-ce que le tandem semble aller dans la même direction? Comment ça se passe? Quel est ton sentiment par rapport à ce que tu as vu pendant 3 jours? Bah, écoute, pour l'instant, ça se passe très bien. Je te l'ai dit, comme je l'ai dit, ils étaient tous les deux très heureux d'avoir des... D'ailleurs, Pecco a dit que c'est la première fois qu'il a un coéquipier avec qui il partage d'aussi près les commentaires, bien qu'ils aient des pilotages assez différents. Enfin, assez différents. Ils sont tous les deux très forts en entrée de virage, mais Pecco plus sur le freinage en lui-même et Marc sur l'entrée et la mise sur l'angle. Donc des commentaires similaires, on les a vus discuter fréquemment ensemble. Ils se présentaient tous les deux au point de presse en plaisantant. Enfin voilà, pour l'instant, voilà, la compétition n'a pas démarré, mais ils semblent être plutôt, on va dire, copains pour le moment.
Si on veut être un tout petit peu tendancieux, Michel, est-ce que tu penses que c'est aussi dans la politique ou dans la stratégie, pourrait-on dire, de Marquez, d'être évidemment le bon coéquipier, le bon élève en début de saison, parce que finalement, c'est lui qui a le plus à apprendre, non ? Évidemment, c'est d'ailleurs, il le dit, il le répète, il doit non seulement apprendre de Pecco qui connaît la moto et l'équipe aussi, parce que encore une fois, Marc, il travaille aujourd'hui avec un nouveau chef mécanicien qui est Marco Rigamonti, pardon, des nouvelles ingénieurs, et là, lui aussi, il l'a dit, il faut qu'il se remette dans le rôle d'un pilote d'usine, c'est-à-dire que l'an dernier, quand il est arrivé pour rouler avec sa GP23 du team Gresini, il a roulé, voilà, ils ont travaillé sur les réglages, c'était de l'adaptation à la moto. Là, voilà, on lui a dit tous les 3 jours, il y avait un programme de test, telle pièce, telle pièce, telle pièce, tu t'arrêtes, tu repars. C'est du pilote de développement. Il essaie d'être le plus précis possible dans ses commentaires. Donc, il s'est remis dans un autre job. Il doit se faire aussi apprécier par son équipe. Et je pense qu'ils sont très intelligents tous les deux. Ce sont 2 grands champions. Et je pense qu'ils ont compris que le titre, il se joue entre eux. Que la saison allait être très longue et donc ils ont tout intérêt à ce que ça démarre au mieux et que voilà, on verra. Je pense que la tension risque de monter crescendo, mais après bon, il peut se passer plein de choses. On voit Martin qui fait 5 tours, qui est déjà blessé, donc ils n'ont pas intérêt à créer. Enfin, en tout cas, Marc, aucun intérêt à créer des tensions, ou Pecco non plus. Enfin voilà, ils sont chacun dans leur rôle. Je pense qu'ils sont bien entourés. Je pense que Tardosi est au milieu. Daligna, c'est un vrai patron comme l'a dit Tardosi pendant la conférence, pendant la présentation en Italie où j'étais à Madonna di Campillo. Il a dit que chez Ducati c'est Ducati et qu'à la fin, s'il y a quelqu'un qui doit parler, ça sera Daligna. Donc si à un moment donné il y a un problème, Daligna, voilà, c'est lui qui va taper du poing sur la table et les pilotes écouteront, quoi. Il y aura pas de star pilote chez Ducati. Le boss c'est Daligna, c'est ni Bagnaia ni Marquez. Tu valides ce discours, toi, Thomas, de se dire qu'au final, c'est Daligna et qu'il n'y aura pas l'un au-dessus de l'autre par rapport à Marquez ou Bagnaia ? Oui, c'est pas que je valide, c'est que c'est la philosophie de Daligna. Et là, quand il a recruté Marquez, c'est qu'il a vu en lui quelqu'un qui permettait de travailler sur un peu le point faible, on va dire, de la Ducati, qui était plus l'avant, alors qu'elle est très bonne sur l'arrière. On sait que Marquez, c'est un pilote qui marche très bien sur l'avant. Donc c'est une des raisons qui fait que d'avoir 2 pilotes aussi talentueux que Marquez et Bagnaia fait que sa moto, son bébé, on va dire, sera encore plus abouti cette saison. On n'est pas d'accord, Michel? Moi, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord parce que pour faire Daligna le dire régulièrement, c'est qu'il n'a pas besoin de pilote pour développer sa moto. Il demande pas à ses pilotes. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir les meilleurs pilotes pour avoir des résultats. Donc voilà, je pense que je suis pas non plus d'accord quand tu dis que le point fort de la Ducati aujourd'hui, c'est la sortie de virage. Pour moi, c'est plutôt les entrées de virage. C'est là où. Oui, non, mais je parle de l'avant. Je parle juste que l'avant de la moto, c'était quelque chose qui était plus perfectible que l'arrière. Elle était forte sur l'arrière. Oui. Après, c'est une moto qui est super bien équilibrée aujourd'hui, qui est la plus homogène, qui convient à tous les pilotes. Et les deux sont, voilà, je l'ai dit, c'est 2 pilotes qui sont très forts sur l'entrée de virage. Le point faible, s'il y en a un. Ce qui a amélioré cette année sur quoi travaille surtout Daligna, c'est essayer d'améliorer un peu de vitesse de pointe, parce aujourd'hui, c'est la KTM, la moto la plus rapide. Donc, ils savent qu'ils sont un petit peu en retrait par rapport à ça. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de révolution non plus entre la 25 et la 24. C'est une moto, on l'a vu l'an dernier, qui aboutit, performante, qui est au-dessus de la concurrence. Donc, il n'y a aucun intérêt non plus à aller chercher à casser cet équilibre pour chercher un truc qui n'existe pas. Voilà, aujourd'hui, on est sur des détails. Il y a plutôt ce choix de moteur à figer pour les 2 années à venir qui est aussi important pour Ducati. Et voilà, on verra la suite. Ouais, puis comme on l'avait dit lors des débriefs de la saison passée, après les tests de Misano, Bagnaia avait mis l'accent sur le nouveau châssis, sur le nouveau cadre qui lui avait donné pleinement satisfaction et qui là maintenant il retrouve sur la GP 2025. On va passer maintenant à Yamaha parce que
on va dire, Michel, tu nous avais envoyé ta petite vidéo pour nous dire que tu étais arrivé à Sepang et la nouvelle que tout le monde attendait, c'est que il n'y avait pas de moteur V4 et visiblement, il n'y en aura pas forcément cette saison d'après les infos qui ont un peu filtré ou les annonces qui ont été faites. Tu le confirmes, c'est un peu le discours qui était celui de mise chez Yamaha à Sepang? Non, le V4, il est en chantier. Il va rouler prochainement, mais il va être utilisé par Augusto Fernandez, qui est désormais pilote de test chez Yamaha. Le plan, c'est de lui faire 6 wildcards et que lui utilise ce V4 sur la seconde partie du championnat. Maintenant, Max Bartolini est convaincu. Enfin, pour lui, le V4, c'est pas parce qu'on va mettre un V4 dans la Yamaha qu'elle va être performante. Encore une fois, la Honda a un V4, elle est loin derrière. Enfin, elle est loin. Elle est encore derrière la Yamaha aujourd'hui. Elle est la dernière de la classe, hein, on va dire. Donc, et ils sont persuadés que le 4 en ligne a encore des atouts. Et d'ailleurs, la moto, en tout cas, à Sepang, les essais ont été hyper encourageants. On a Fabio qui fait le 3e temps, on a Rins qui a plutôt pas mal roulé, Miller, moi, qui m'a énormément surpris parce que je pensais qu'il aurait du mal. L'an dernier, on l'a semblé démotivé, et là, il arrive sur une moto qui découvre. Il n'a jamais roulé avec un 4 cylindres en ligne, hein. Il a roulé que sur des V4 et plusieurs, puisqu'il a roulé sur une Honda, il a roulé sur une Ducati, il a roulé sur une KTM. Donc là, il s'est vite adapté et il a été d'ailleurs le premier à dire que pour lui, cette moto, elle a vraiment du potentiel et que V4, 4 en ligne, c'est pas ce qui fait la différence. Donc le V4, il est à l'étude. C'est surtout, je pense que ça va être un chantier parce que forcément, si on fait un V4, c'est une moto qui va être complètement différente, qui va aussi préfigurer parce qu'il faut penser à 2027 avec une réduction de cylindrée à 850 cm3. Donc, c'est plus l'idée de travailler un nouveau concept général qui sera décliné dans une autre cylindrée avec un règlement un peu différent. S'il s'avère que Gusto, avec ce nouveau concept, quand il va arriver, qui va rouler avec Fernandez, il est hyper prometteur. Enfin, et voilà, qui juge que le potentiel est supérieur. Je pense que ça va switcher là-dessus. Mais c'est pas évident qu'on ait un V4 d'ici. En tout cas, que les pilotes officiels roulent avec cette moto d'ici la fin de l'année, ni l'an prochain, et ni c'est pas forcé non plus que le V4 soit la seule option qui sera retenue par Yamaha pour la saison 2027 avec des moteurs de 850 cm3. Thomas, comme le disait Michel, il y a quand même eu une grosse progression, hein. On l'a vu sur ces tests. Alors, on dit souvent, hein, que les tests de pré-saison, c'est pas une vérité absolue, mais il y a quand même un chiffre qui parle, puisque Fabio, pour ne parler que de Fabio par exemple, il a quand même largement amélioré son meilleur chrono et c'est même, il a réalisé son meilleur chrono personnel sur le circuit, puisque c'est pour la première fois lors de ces tests qu'il est passé sous la barre des 1,57 au tour. Alors même si on peut pas tirer de conclusion hâtive, c'est quand même un signal plus que positif, non ? Oui, effectivement. Donc moi, je n'étais pas à Sepang, mais je me suis permis de poser la question à Michel de savoir comment il se sentait, comment il ressentait à travers les propos, comment se sentait Fabio. Et effectivement, il est optimiste pour en tout cas sur ses premiers tests. Après, et comme il le dit, Fabio, ils ont amélioré un petit peu partout, que ce soit sur le moteur, les entrées de virage. Forcément, il a aussi adapté un petit peu son style de pilotage, comme il le dit, pour être un peu plus coolé. Moins agressif sur la moto, et apparemment ça fonctionne. Ça lui a permis aussi de développer, en tout cas de travailler sur l'électronique derrière, donc d'avoir un meilleur feeling avec l'électronique. On sait que l'année dernière ils ont beaucoup travaillé dans ce domaine-là, et là ça a l'air de fonctionner. En tout cas sur la Sepang ça a fonctionné, et effectivement son chrono en témoigne. Donc comme il le dit également, Fabio, il faudra voir maintenant à Buriram sur un circuit, comme je le disais tout à l'heure, où il y a quelques sorties de virages avec de grosses accélérations. Il faudra voir ce que ça donne et si cette tendance se confirme sur un circuit un peu différent. Ouais, puis il avait l'air de dire aussi, Michel, que finalement, où la moto avait progressé, c'est justement sur le time attack, où l'année dernière, ils étaient en délicatesse, et là, visiblement, avec le pneu neuf, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu as eu des informations par rapport à ça ? Bah écoute, ce qu'il dit, c'est que quand il décide de faire un chrono, il fait le chrono qu'il annonce. Alors que l'an dernier, il n'y arrivait pas et il comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas. Donc là, déjà, ça c'est un vrai plus. Après, la réserve, c'est que Sepang, c'est un circuit où la Yamaha a plutôt toujours bien fonctionné. Et là, ils ont eu des conditions assez exceptionnelles. Il y avait
un grip incroyable. Il y a eu beaucoup de tests et le check-down, deux journées de check-down, des pilotes ont roulé, il y avait de la gomme, donc vraiment du grip. Et malgré tout, il dit que voilà, à Sepang, il y a quand même deux épingles, donc difficulté de ressortir de ces virages. Ils sentent que le grip, qui a été toujours un problème sur la Yamaha, l'accélération, c'est pas encore ça. Là, ça se voyait pas trop parce que justement, la piste avait un bon grip, et il dit que Buriram, ça sera un vrai test parce qu'ils vont arriver sur un circuit qui manque de grip. Donc, on verra comment ça fonctionne. Après, on se souvient qu'en 2019, sur ce circuit de Buriram, il a failli gagner son premier Grand Prix avant que Marquez le prive de la victoire dans un dernier virage. Donc, en tout cas, Buriram, ça va être intéressant par rapport à ça. Mais globalement, oui, la moto est mieux. La moto elle a progressé sur des petits détails. Lui a progressé sur son pilotage. Il est moins agressif. Il essaie d'être moins agressif quand il coupe les gaz, quand il prend les freins, quand il remet les gaz. Donc, ça a permis effectivement de faire évoluer un peu l'électronique dans ce sens. Voilà. Quand on le voit rouler, on sent qu'il est hyper à l'aise. Et comme je l'ai dit, ça se confirme aussi par les progrès de Rins et la bonne entrée en matière de Miller et d'Oliveira dans une moindre mesure. J'allais y venir, Michel, justement. Comment ça a fonctionné, justement, cette association Pramac et Team Officiel? On sait qu'ils ont les mêmes machines. Tu as vu qu'il y avait beaucoup de croisements de données. Comment ça fonctionnait? Comment ça débriefait même le soir après les séances? Écoute, j'étais pas dans le garage ni dans les bureaux de Yamaha pour voir comment ça se passait, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont super contents. À la fois le team Pramac, voilà, c'est un nouveau challenge. Alors tout le monde a dit ouais, quand on a une moto on a été champion du monde avec une Ducati, on partirait des Yamaha. Enfin bon voilà, donc eux ils ont tourné la page, ils sont sur une nouvelle aventure. Et on sent que ça fonctionne bien. C'est la première fois que Yamaha a une équipe satellite dont les pilotes sont équipés des mêmes motos que les pilotes officiels. C'était pas le cas chez Tech 3, c'était pas le cas chez RNF. Donc là, pour une fois, et d'ailleurs c'est ce que dit Fabio, c'est que aujourd'hui ils peuvent vraiment travailler à 4, c'est-à-dire échanger des données, croiser des données, essayer des pièces les uns par rapport aux autres. Non seulement il y a les commentaires, mais enfin voilà. Et puis je discutais aussi avec Mayo Meregali qui m'expliquait que c'est bien pour les ingénieurs de pouvoir recouper les données, mais c'est aussi bien pour les pilotes. Par exemple, avec le pneu médium, Miller était mieux que les autres. Et donc, voilà, quand les chronos, ils ont regardé pourquoi Miller était mieux, et ça a permis à Fabio, par exemple, de comprendre des choses sur ce que faisait Miller avec ce pneu dans tel ou tel virage. Ouais, c'est sûr qu'ils ont doublé leur force de frappe. Ça contribue au progrès de Yamaha de façon générale. Ouais, ça sera évidemment un point d'importance, c'est un point à suivre, puisque là, effectivement, on double, comme tu le disais, le nombre de machines sur la piste, et forcément, on double le nombre de retours pour la mise au point. On va passer à l'autre japonais maintenant, on va passer à Honda. Alors, c'est un petit peu difficile de se projeter dans une direction ou dans une autre. On va dire qu'il y a quand même eu du progrès, parce que tout le monde a plutôt pas mal roulé, et Johan a été dans le top 10 au terme de ces 3 jours. Maintenant, on a l'impression que, encore une fois, peut-être que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Michel, Honda progresse, mais c'est pas forcément flagrant. Si, c'est flagrant, parce que tu l'as dit, on a quand même Johan qui a. Après les chronos, une fois encore, c'est après on avait des bassets, tout le monde a. C'est les pilotes qui ont été qui avaient vraiment envie de taper un chrono le vendredi matin, qui ont fait leur perf. Mais voilà, Johan, il finit 5e, et surtout, plus que Johan, on sait qu'il est capable. Il a montré l'an dernier qu'il avait toujours la grinta pour aller chercher des chronos avec sa Honda. Il est avec ses Mir 8e. Mir, l'an dernier, il a toujours été à la cab, il passait sa vie par terre. Là, il n'est pas tombé, et il fait 8e chrono. Donc, voilà, il y a du mieux. On rappellera que chez Honda, il y a quand même Albesiano qui est arrivé. Donc, il a pris ses fonctions en fin d'année dernière. Donc, pour l'instant, les directions à suivre, c'est pas lui qui a donné les directions à suivre. Les pièces, les évolutions qu'il y a, c'est des évolutions qui étaient prévues l'an dernier, qui ont été mises en chantier. Mais en tout cas, ce qui amène, si j'en crois ceux qui se racontent notamment chez LCR, parce que chez l'équipe officielle Honda, il n'y a pas trop de. C'est un peu compliqué d'aller parler d'autres personnes copilotes. Bref, donc les infos, on les a un peu autrement. Mais tout ça pour dire que ce que Besiano met en place, c'est de nouvelles méthodes,
une autre façon d'essayer les choses, de les comparer. Et c'est un peu ce qu'a apporté Max Bartolini chez Yamaha. Hein. Donc voilà, Max Bartolini, ça fait 2 ans qu'il bosse chez Yamaha comme ça. El Beziano va arriver. Donc il y a des choses qui changent, mais effectivement, ça va prendre plus de temps. Le retard était plus important. Donc, je pense qu'on peut espérer cette année que Fabio, moi, je pense qu'on va on va le revoir sur le podium. Je ne sais pas s'il arrivera à gagner une course. Ça sera peut-être plus compliqué, mais à mon avis, il y aura quelques courses où il sera là pour jouer le podium. Pour les Honda, jouer un top 5, ça serait pas mal déjà. Ouais, c'est ce qu'avait l'air de dire Johan au terme des 3 jours. Hein. Il pense qu'il pourrait revenir plus régulièrement dans le top 10. Thomas, tu y crois? Est-ce que si je te posais la question en attente par rapport à cette saison qui arrive, est-ce que tu placerais plus d'attente chez Yamaha ou plus d'attente chez Honda? Wow. Une fois, tu me poses des questions. Mais non, c'est simple, c'est de te dire en termes de résultats, est-ce que tu penses que non, moi, je pense que on sera mieux chez Honda ou on sera mieux chez Yamaha? Bah, écoute, je dirais que pour l'instant, Yamaha a plus de potentiel pour aller chercher des podiums et des victoires, comme dit Michel. Aujourd'hui, Honda, on sait que c'est le meilleur constructeur au monde, donc et qu'ils vont adopter une nouvelle philosophie de travail que Yamaha a mis en place en début d'année dernière. Si tu veux, il va y avoir une inertie, encore une fois, qui fait que Honda va pas réagir, va pas rattraper son retard aussi rapidement, potentiellement, que Yamaha cette année, j'entends, en 2025. Donc, il y a du positif, comme dit Johan, il a amélioré ses entrées de virage, il a amélioré ses phases de freinage, donc il y a du travail qui est fait. J'ai cru apercevoir, j'en ai parlé plusieurs fois avec Michel, mais c'est vrai que pour l'instant aucun pilote n'en a parlé, mais un mass dumper qui est apparu sur la Honda à l'arrière. Donc il y a du travail qui est fait, ça commence à, enfin on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, donc forcément, au bout d'un moment, comme dit Zarco, il va y avoir les résultats qui vont arriver. Donc lui, en tout cas, il en est convaincu. Donc, maintenant, il n'y a pas de raison. Après, ça n'arrivera pas demain, ça c'est sûr. Michel, après, toi, tu la vois comment cette saison d'un point de vue Honda? Tu penses que Johan va rester l'élément fort de cette écurie, ou le team officiel va, avec les bonnes performances de Mir, comme tu l'as souligné, peut enfin reprendre, j'allais dire, son rang ou son statut? Écoute, après, l'un n'empêche pas l'autre, je vais dire. Aujourd'hui, le traitement de chez LCR, Johan, il a la même moto que Mir et Marini. Les Japonais comptent sur lui pour 1000 raisons. Donc voilà, je pense que les deux, si c'est bien, si Mir sur la tête hors de l'eau, c'est bien. Après, voilà, je pense que Johan reste, en termes de niaque, d'expérience et de volonté, il a peut-être un temps d'avance sur Mir, mais en tout cas, c'est bien pour Honda. Après, pour en revenir sur la question que tu posais à Thomas, il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Fabio, ça reste un des... allez, je vais dire un des 4 meilleurs pilotes du championnat, mais je pense qu'on pourrait réduire ce chiffre, mais je veux froisser personne. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Fabio à armes égales avec Bagnaia et Marquez, il joue le titre aussi, quoi. Donc... voilà, Zarco, c'est un super pilote, mais je pense qu'il est quand même encore il est resté un poil en dessous en talent pur. Fabio, c'est quand même une vraie, ça reste une vraie pépite, et on le voit quand il est en piste. Et juste une dernière question un peu rigolote. LCR, team officiel Honda, Castrol, comment ça se passe? Comment il y a eu des échos? Comment ça a été perçu dans le paddock éventuellement, Michel, à Sepang? Parce que finalement, ils ont le même partenaire. Ouais, bah écoute, c'est pas un problème, ça. On a déjà vu des teams. Monster et Yamaha Tech 3. Ouais, voilà, ouais, c'est pas un handicap. Non, c'était pas pour dire un handicap, mais chez LCR, on s'est dit, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de budget s'ils en avaient pas mis une bonne partie au HRC, non? Ouais, je pense que le budget, il est partout. Enfin, là, aujourd'hui, Honda, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème d'argent chez LCR. Johan ne manquera pas de pièces.
si ça peut te rassurer. Ah bah alors En justement, revanche, tu fais une transition idéale, Michel. Il y a pas de problème d'argent et il manquera pas de pièces. C'est une question qu'on est peut-être en droit de se poser du côté de chez KTM parce que qu'en est-il avec tout ce qu'il y a eu comme commentaires en intersaison? Et d'ailleurs, tiens, je tenais à vous remercier parce que vous avez été excessivement nombreux à suivre l'émission spéciale qu'on avait faite en compagnie d'Hervé Ploncharal et ça nous a fait très très plaisir. Donc justement, Sepang, c'était le premier rendez-vous de cette année 2025. Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance chez KTM, Michel? Écoute, les gens qui sont à la compétition, ils font leur job. Ça a continué à travailler cet hiver, à réfléchir à comment optimiser. Alors, il n'y a pas eu de développement, il n'y a pas de nouvelles choses qui sont en route. En revanche, le développement, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, il y avait des choses l'an dernier qui ont été à moitié essayées, donc là, qui sont ressorties, qui ont été améliorées, modifiées. Il n'y a pas eu... voilà. Ce que je sais, c'est qu'ils sont pour l'instant un peu juste en pièces, donc il faut éviter que les pilotes fassent des cubes tous les week-ends. Mais bon, a priori, il y a une date. Je crois que le 25 février, il y a des décisions doivent être prises quant à la viabilité de l'entreprise et de ses différentes filiales. Donc voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à un coup de théâtre ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà, tout le monde continue à bosser et essayer de se concentrer sur le. Mais c'est sûr que voilà, il y a quand même une épée de Damoclès. Je pense que la victoire de KTM a fait un peu du bien aussi à tout le monde. Je pense que c'est aussi, voilà, au niveau du service course, on a dû dire, voilà, gagner aussi de la compétition, c'est positif, ça valorise la marque. Donc à suivre. Et puis Thomas, il y a aussi une constance, c'est que au terme de ces essais de Sepang, on retrouve qui en haut des pilotes KTM? Notre ami Acosta, hein, qui a été quand même largement plus rapide que ses compères et notamment de son nouveau coéquipier Brad Binder. Oui, de toute façon, on le sait, hein, c'est le pilote, on va dire, numéro 1 chez KTM, compte tenu des résultats qu'il a eu l'an passé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il évolue dans le team officiel. Le team manager a changé aussi chez KTM officiel. C'est Aki Ajo maintenant. Un team manager qu'il connaît aussi, hein, puisqu'il a roulé avec lui. Il a été titré avec lui en Moto 2 et Moto 3. Donc, voilà. Après, ça me choque pas en tout cas. Là, il y a rien de surprenant. Je pense qu'on attendait Acosta et voilà. Par contre, je suis curieux là. Je vais poser la question à Michel de savoir entre ce que dit. Parce qu'en fait, j'ai cru voir un tweet de Neil Morrison à ce sujet où Acosta disait qu'il était positif, mais qu'à travers ses expressions de visage, c'était pas forcément le cas. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je sais pas, il y a pas de voilà, je pense qu'il a récupéré une moto qu'il connaît. Lui, par contre, ce qu'il a dit, c'est qu'il doit modifier son pilotage parce qu'il a compris que sa façon d'entrer dans les virages, enfin voilà, ça le menait à rien quelque part. Donc il a aussi des choses à améliorer. Il a fait preuve un peu d'humilité par rapport à ça. Voilà, après, je l'ai dit, ils ont fait du neuf avec du vieux chez KTM cet hiver. Donc, forcément, lui se pose des questions. On sait que il y a plus beaucoup de place. Il y a un gros gap avec Ducati et le reste du monde. Donc, un pilote comme ça qui arrive avec du talent, qui est rookie de l'année, qui a envie de jouer le titre, qui a plein d'ambition. Il se retrouve un peu barré pour mener à bien ses ambitions. Donc, forcément, ça ne peut que nourrir de la frustration. Michel, un petit mot sur Tech 3 hein, qui, avec Vignales et Bastianini, découvrait un nouveau tandem. Si on reste purement sur les analyses des chronos, on va dire que c'est pas brillant, mais j'imagine qu'il y avait énormément de travail aussi pour Bastianini et Vignales, d'autant plus que Bastianini avait pulvérisé une moto assez tôt à Barcelone. Donc, ça a été plutôt 3 jours studieux plutôt que 3 jours de recherche de performance. Non, c'est un peu ça l'état d'esprit chez Tech 3 ? Il y a de l'adaptation. Hein. Voilà, Vignales, il dit que la moto elle est plus facile, qu'elle démarre mieux que l'Aprilia. Voilà, pour l'instant,
il y a encore des choses à travailler et on sait que Bastiani, c'est un pilote qui tant qu'il sent pas bien sur ce qu'il a, voilà, il pinaille sur tout un tas de détails, de positions, donc voilà, c'est un pilote qui va être performant avec cette moto quand il en aura pris la mesure, on va dire. Donc ce qui n'est pas encore le cas. Une fois de plus, hein, ils ont fait quelques tours à Barcelone en novembre et là c'était leur première séance d'essai avec cette machine. Donc voilà, il faut leur laisser un peu de temps quand même. On va leur laisser un peu de temps, bien évidemment. Je voudrais juste, pour conclure, qu'on dise deux, trois petits mots sur les nouveaux venus, avec malgré tout Egarter, qui est plutôt performant non, pour un. Aldeguer, tu veux dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Egarter, oui, non, c'est pas celui-là. C'en est un autre, celui-là. Aldeguer, pardon, ouais. Aldeguer qui a été plutôt performant. Ogura, Chantra. Est-ce que visiblement, Aldeguer, c'est celui qui devrait être le plus performant des trois. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Écoute, bon, eux, ils ont eu un petit peu de temps juste avant. Il faut rappeler qu'ils ont roulé au shakedown, puisqu'ils sont rookies, justement. Et je crois qu'au shakedown, c'est plutôt Ogura qui était devant Aldeguer. Par contre, sur les chronos du test officiel, Aldeguer a clairement montré qu'il était capable de faire des tours rapides. Donc, je suis agréablement surpris par Aldeguer, clairement. Mais ça confirme aussi que la Ducati est une moto qui a le statut aujourd'hui de moto la plus homogène, qui permet de s'adapter rapidement. Michel l'a rappelé tout à l'heure, l'Aprilia c'est une moto qui est très compliquée, donc je parle pour Ogura. Et ensuite la Honda, n'en parlons pas, hein, effectivement quand tu débutes en MotoGP sur une Honda, forcément c'est d'autant plus compliqué pour Chantra. Mais voilà, Aldeguer, bonne surprise. Voilà, on sait que c'est un pilote qui est très rapide, très jeune, il a que 19 ans, donc voilà, une grande marge de progression devant lui, et je pense qu'il va faire quelques bons résultats cette saison. En tout cas, j'en suis convaincu. Michel, ton commentaire par rapport aux trois rookies, c'est Aldeguer finalement qui est le mieux placé par rapport justement à ce que vient d'expliquer Thomas, avec l'homogénéité de la Ducati par rapport aux difficultés et de l'Aprilia et de la Honda. Bah, il a la meilleure moto et je pense que c'est le potentiel, c'est lui qui a le plus grand potentiel. Comme l'a rappelé Thomas, il a que 19 ans. C'est vrai que l'an dernier, il a un peu déçu en Moto 2, mais on sait que le Moto 2, c'est difficile de lire vraiment ce qui s'y passe. Pour en avoir discuté avec Daligna cet hiver, il dit qu'il était convaincu qu'Aldeguer ferait bien, parce que voilà, c'est un pilote qui suit depuis un moment. Depuis un moment, pas très très long puisqu'il a que 19 ans, donc voilà, il est arrivé Moto I, Moto 2, tout de suite hyper rapide. Il a un gabarit intéressant, plutôt assez grand, assez fin, et du talent. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'il ne réussisse pas. Il va être bien entouré. Il est dans une équipe, l'équipe Gresini, qui connaît aussi le boulot, la moto. Voilà, Ogura est pas mal. Même très bien par rapport à la moto qu'il découvre. Il a fait des runs assez longs avec des chronos intéressants, et Chantra a eu beaucoup de mal sur les premières journées, et puis à la fin il a progressé, il écoute, son équipe est contente de son écoute. Après voilà, c'est un pilote qui manque de rigueur au niveau entraînement, au niveau diététique. C'est un pilote thaïlandais qui n'a pas la discipline des pilotes européens, mais c'est des choses qui, visiblement, il est très ouvert pour apprendre et écouter, et il est bien pris en main par LCR. Johan est allé rouler avec lui à Buriram cet hiver, le mois dernier, pour un peu l'aider, le coacher aussi. Donc voilà, c'est pas celui dont on attend le plus, ni celui qui a la meilleure moto, mais pour l'instant, il n'y a pas de chat noir, pas de chat noir, mais il n'y a pas de boulet, on va dire, voilà. Ok, bon, Michel, on va pas être méchant avec toi, mais il se fait tard et on sent que ça commence à serrer un petit peu. Allez. On va te libérer, on va surtout te remercier parce que tu as veillé quand même tard, tu viens d'arriver en Thaïlande, en plus ton voyage n'a pas été simple, hein. On va pas raconter les coulisses, mais ça a été compliqué. Donc encore une fois, mille merci. Merci Michel de ta participation. Thomas, toi
c'était plus simple, hein, t'es pas parti, donc t'étais sur la région parisienne, mais on te remercie quand même de ta participation. Et puis quant à nous, restez bien connectés parce qu'on va se retrouver en fin de semaine pour le débrief justement des 2 dernières journées de test avant le lancement de la saison. Ça se passera sur le circuit de Buriram. Donc on se retrouve en fin de semaine, normalement vendredi, mais on se réserve peut-être le choix de changer le jour, mais on vous préviendra parce qu'on vous réserve, on l'espère, une très belle surprise pour ce dernier débrief d'avant-saison. Encore une fois, merci Michel, merci Thomas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que Talkback GP, c'est une émission de la chaîne Fastlane TV sur YouTube. Donc si vous voulez nous suivre parce que vous venez de découvrir ce débriefing, eh bien vous allez sur YouTube, vous allez sur Fastlane TV, vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et bien sûr, vous vous abonnez. Voilà, encore une fois, merci, bonne fin de soirée et on se retrouve en fin de semaine pour le débrief des 2 derniers jours de test avant le lancement de la saison. Merci à vous.